Bonjour à tous. Alors, moi, je suis ravi de vous présenter le topo suivant sur l'arthroscopie de poignet en traumatologie, qui a été préparé par Marion Burnier et mon interne dans le service, Thibaut Druel, sous forme de questions-réponses. Et nous aurons comme modérateur Jean-Baptiste de Villeneuve-Bargemont, qui est interne à Marseille, et Monsieur Jérôme Garret, qui est chirurgien à Lyon, à la clinique du Parc. Vous pouvez envoyer la vidéo. Bonjour à toutes et à tous et merci de l'invitation pour vous parler de l'arthroscopie du poignet en traumatologie. Et je suis heureuse de faire cette présentation avec Thibaut Druel. Salut Thibaut. Salut Marion. Donc, voici le plan qu'on va suivre aujourd'hui. Et tout d'abord, on va commencer par les bases, l'arthroscopie du poignet, parce qu'avant d'aller dans la traumatologie, je pensais que ça pouvait être intéressant de faire quelques rappels. Tout d'abord, il y a 7 règles à respecter pour rendre l'arthroscopie du poignet simple et sécuritaire. Tout d'abord, respectez votre niveau et votre courbe d'apprentissage. C'est ce qu'on va aider à vous faire ici. Préparez votre équipe, guidez-le, aidez-le dans les différentes étapes pour que ce soit agréable pour tout le monde, en vérifiant notamment bien votre installation. Attention à l'anatomie pour éviter les lésions iatrogéniques, cartilagineuses en particulier. Et pour ça, il faut bien respecter chaque étape, ne pas hésiter à répéter. C'est-à-dire, quand vous trouvez en difficulté, il ne faut pas hésiter à revenir à l'étape d'avant, voire 2-3 étapes d'avant pour vraiment bien recommencer. On est plutôt dry arthroscopie, grâce notamment à l'utilisation de l'automatic washout qu'on va vous détailler plus tard. Marion, tu viens de nous parler que c'était très important de vérifier l'installation. C'est quoi pour toi les points importants à vérifier? Voici une installation classique avec une tour de Whipple. Vous avez besoin de doigtiers japonais. La traction, elle peut être de 3 à 5 kg. Vous pouvez aussi éventuellement utiliser la traction au plafond. L'essentiel, c'est d'utiliser une traction qui vous semble facile, la plus appropriée et dont votre équipe a l'habitude. Une chose importante, c'est le contre-appui, le placement du contre-appui. Vous voyez que là, il se place au niveau, à la limite, entre le garrot et le bras. Et ça, c'est très important de bien le vérifier. Sinon, vous pourrez tracter tout ce que vous voulez. S'il n'y a pas un bon contre-appui, vous ne pourrez pas créer l'espace nécessaire au travail dans le poignet. Ensuite, vous voyez la position de l'écran. Toujours bien faire attention à ce que, déjà, premièrement, vous voyez bien, mais également la personne qui vous aide en face ait une bonne visualisation de l'écran afin qu'elle puisse vous aider correctement. On travaille en équipe, on a besoin que tout le monde puisse participer. Ensuite, l'équipement, classiquement, c'est des arthroscopes de 2.7 qui sont obliques à 30 degrés et ils sont fragiles. Donc, vous allez voir, on les positionne vraiment tout doucement dans le trocar. On utilise des pinces et des trocars mousse. Donc, voici tout simplement le matériel de base dont on a besoin, les aiguilles qui vont vous permettre de repérer la bonne position de votre bois d'abord. Ensuite, une pince fine à bout mousse, légèrement incurvée. C'est l'idéal pour bien prendre la position dans le poignet, l'orientation des surfaces articulaires du poignet. Puis le trocar mousse, et là, vous avez le palpeur et vous avez évidemment d'autres instruments qui peuvent être utiles. Et attention, comme on est en dry, on utilise bien l'antibuée. Marion, pour voir si quelquefois, il n'est pas évident de rentrer dans un poignet. Est-ce que tu as des astuces pour nous? Alors, je l'ai dit étape par étape, et la première consiste à faire, comme on le voit sur cet écran, à rentrer 2 aiguilles dans nos voies d'abord et à s'assurer qu'elles communiquent bien ensemble. Ainsi, vous savez que vos 2 voies communiquent et sont dans la bonne articulation. Ensuite, on commence toujours en médiocarpien par la MCR et en radiocarpien par la 3-4, car ce sont les 2 voies qui permettent une bonne visualisation de ces 2 compartiments. On incise la peau, on est plutôt pour les incisions horizontales, mais certains pratiquent des incisions verticales. Et ensuite, dans les temps et les étapes, comme je vous ai dit, il y a d'abord la pince fine à bout mousse, puis le trocar à bout mousse. Et attention à l'orientation, on sait qu'on a une orientation dirigée vers l'avant du radius de 12 degrés, donc il faut bien la respecter pour ne pas abîmer le cartilage. Voici les étapes, les 2 aiguilles qui se touchent, puis on fait l'incision. Vous voyez, on commence par la voie 3-4 et comme vous voyez sur cette image, on a une orientation vers l'avant de notre pince fine mousse, de même que de notre trocar en bas à droite. Et vous voyez que quand on est en 3-4, on peut diriger le trocar vers le bord ulnaire et là, il va reposer tout seul. Et ça veut dire que souvent, on est dans la bonne position, on est au bon endroit parce que notre trocar est venu se poser sur le TFCC et il tient tout seul. Tu as déjà parlé un peu, mais j'ai l'impression que tu es plutôt dry dans ton arthroscopie.
Rien ne t'échappe et tu le sais, ouais, on est plutôt dry parce qu'on peut utiliser notamment l'automatic washout. Vous allez le voir sur cette vidéo. En fait, simplement regardez la seringue qui se vide tout seul en actionnant simplement votre pompe au niveau du shaver, votre aspiration au niveau du shaver. Et cet automatic washout, je vous le conseille d'autant plus si vous débutez. Même dans les fractures articulaires, vous pouvez évacuer l'hématome facilement comme ça. Mais si vous débutez et qu'à un moment, vous avez besoin de convertir, en étant en dry, vous ne serez pas gêné par l'extravasation de fluide. Et donc, en traumato, là, quelles sont les voies d'abord que tu utilises le plus? Alors, en radiocarpien, on a dit on commence par la voie 3-4. La voie 3-4, vous allez le voir sur cette vidéo, il faut vraiment avec votre pouce, vraiment même avec votre ongle, vous palpez le tubercule de Lister et vous allez juste un peu plus distal. Elle est 1 cm plus distale et hop, se trouve la voie 3-4. Ensuite, vous avez la voie 6R qui est sur la même ligne, mais juste en radial de l'ECU, par définition. Et en médiocarpien, on a dit qu'on commençait toujours par la voie MCR, car c'est elle qui donne vraiment une meilleure vision de l'articulation médiocarpienne. Cette voie MCR, elle est juste 1 cm distale par rapport à votre voie 3-4. Et la voie MCU est sur cette même ligne, mais plus ulnaire, évidemment, et un tout petit peu plus proximale que la MCR, pardon. Mais elle donne une moins bonne vision de la médiocarpienne. Il est important de connaître les ligaments extrinsèques pour savoir un petit peu où vous êtes. Les intrinsèques, je pense qu'il n'y a pas de problème, mais jeter un œil à vos ligaments extrinsèques, c'est quand même sympa de savoir où on est. Et puis, ils peuvent servir pour d'autres indications que celles en traumatologie, comme par exemple pour les résections arthroscopiques de la styloïde radiale. Il est important de connaître votre ligament radioscaphocapitate, puisque c'est lui qu'il faut respecter pour votre résection de la styloïde. Merci pour ces rappels qui font toujours du bien. Quelles sont tes indications en traumato? Alors, en traumato, tout d'abord, les fractures du scaphoïde. Alors, les indications de vissage restent les mêmes. On réalise d'abord le vissage percutané, puis le contrôle arthroscopique. Un contrôle qui doit être à la fois médiocarpien pour s'assurer de la bonne réduction de la fracture et contrôler le ligament scapholinaire qui peut également être lésé dans un certain pourcentage de fractures du scaphoïde. Et également, on fait un contrôle radiocarpien qui va nous permettre de s'assurer de l'absence de protrusion de la vis dans le pôle proximal du scaphoïde. On peut aussi éventuellement utiliser une voie 1-2 pour aider à la réduction du scaphoïde parce que parfois, comme vous le voyez sur l'image qui est au milieu en bas, on avait une fluoro qui était satisfaisante et puis on s'aperçoit qu'il persiste une petite marche. Donc, c'est important de bien vérifier ça, mais on met bien la vis, nous en tout cas, on ne met pas la vis en traction, on met la vis quand on est sur table, la main à l'horizontale. Ok, pour le scaphoïde, mais j'imagine que tu utilises aussi l'arthroscopie pour les fractures du radius. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que tu serais prêt à faire une arthro pour ce patient, pour cette fracture articulaire? Tu vois que c'est un patient qui a 41 ans, tu es passé dans le service, donc tu sais qu'on va dire qu'il est 3-3 selon la classification PAF. Qu'est-ce que c'est le 3-3 pour ceux qui connaissent moins? C'est des patients qui ont des besoins fonctionnels élevés et qui sont en bonne santé. Donc, vous avez un patient qui a vraiment des besoins fonctionnels importants, qui a cette fracture articulaire avec un gap et une marche d'escalier. Qu'est-ce qu'on fait? Et donc pour toi, c'est quoi l'intérêt vraiment de l'arthroscopie dans les fractures du radius? L'intérêt de l'arthroscopie, il est multiple. Les voici et on va les détailler par la suite. Tout d'abord, il permet de retirer les corps étrangers et l'hématome. Alors, il a été montré depuis longtemps dans le genou et dans la cheville que ça permettait d'avoir de meilleurs résultats, mais également depuis 2003 dans le poignet, avec cet article de Lindau qui montre que c'est un facteur pronostic avec une année de recul, avec un risque augmenté d'arthrose si on ne retire pas évidemment les corps étrangers et les lésions chondrales. Ensuite, l'arthroscopie, comme on le voit sur cet exemple, va permettre de mieux réduire les surfaces articulaires. Bon, ok, tu peux me dire que c'est à propos d'un cas, mais la littérature l'a prouvé. Ils ont comparé des traitements fluoroscopiques seuls versus arthroscopiques. Et nous avons également réalisé cette étude. Tu le vois, il y avait 26 patients dans le groupe fluoroscopique seul versus 23 patients dans le groupe qui avaient traité avec fluoroscopie et arthroscopie. Tous étaient des patients avec besoins fonctionnels élevés et tous avaient une fracture de type C. Donc, on parle vraiment des mêmes types de fractures, même type de patients. Et même type de chirurgien, même niveau de courbe d'apprentissage. Et on s'aperçoit que concernant l'écart au niveau radiocarpien, on avait une réduction qui était significativement meilleure lorsqu'on utilisait l'arthroscopie. Et donc ça, c'est quand même pas rien. Et ça a été comparé par des scanners post-opératoires.
Ensuite, l'arthroscopie nous permet évidemment de repérer les malheureuses vis intra-articulaires. Et cet article a montré que quelle que soit la combinaison d'images avec le fluoroscope que l'on met en place, aucune combinaison ne permet de détecter toutes les vis intra-articulaires. Évidemment, quand on parle d'arthroscopie du poignet et ailleurs, on pense aux lésions ligamentaires et on sait qu'il y a quand même un certain nombre de lésions ligamentaires associées aux fractures du radius distal, que ce soit les lésions du TFCC ou les lésions du ligament scapholinaire, comme tu le vois dans les différentes séries. Les lésions du TFCC, comment les repérer en préopératoire? Par la translation radiale, décrite par Ross en 2014, ou par le gap radio-ulnaire, comme on le voit sur cet exemple. Voici justement cet exemple. C'est une femme de 55 ans. Alors, de manière exceptionnelle, on a eu droit de réaliser une IRM, hein, mais bien sûr, il ne faut pas réaliser des IRM dans les fractures articulaires du radius distal. Voici l'exemple après stabilisation de la fracture du radius. Vous voyez cette instabilité qu'il y avait, cette lésion du TFCC, et qui a donc été stabilisée par une réinsertion transosseuse selon la technique de Nakamura, qui permet à la fin de la chirurgie d'obtenir cette stabilité. Les lésions du ligament scapholinaire, maintenant, voici un autre exemple de patient de 58 ans. Cette fracture articulaire, vous pouvez la suspecter par la direction du trait de fracture qui se dirige clairement en direction de l'espace scapholinaire et par le diastasis scapholinaire visualisé à la radiographie. Pour évaluer ces lésions, on encourage à utiliser la classification de Dotel, notamment lorsque vous commencez l'arthroscopie, qui est facile à appréhender. En stade 1, c'est quand vous passez simplement le crochet dans l'espace scapholinaire. En stade 2, c'est quand vous arrivez à tourner ce crochet. Et en stade 3, c'est un stade très avancé où vous arrivez à passer le scope de médiocarpien en radiocarpien. Et on voit qu'il y a une certaine fréquence des lésions scapholinaires associées, que ce soit une fracture, par exemple, aux fractures de type B. Voici donc l'exemple du patient évoqué précédemment, réduction donc dans sa et stabilisation de la fracture du radius par plaque. Puis, voici l'image en médiocarpien. On voit donc là le palpeur est sur le scaphoïde et on voit qu'on a clairement en stade au moins 2 de lésion du scapholinaire. Il a donc été broché. On ne pense pas qu'il y ait besoin de réaliser forcément une capsulodèse dorsale en aigu, puisqu'en aigu, le ligament, par définition, vient d'être rompu, a donc des grandes capacités de cicatrisation, et simplement de brocher scapholinaire et scaphocapitate permet de maintenir un bon espace entre les os et assurer une bonne consolidation, cicatrisation de ce ligament. Et voici le résultat à 8 mois de recul. Je suis bien d'accord que l'arthroscopie, ça nous permet de voir des lésions et les prendre en charge alors qu'avant on ne pouvait pas. Mais est-ce que ces lésions sont vraiment handicapantes pour le patient pour la suite? Merci pour la question qui est souvent posée en congrès, quoique parfois on pense que les gens ont un petit peu peur de la poser. Mais voilà, ça nous semble évident que si on répare une lésion d'un ligament, ça ira mieux par la suite. Mais fallait-il encore le démontrer? C'est ce qu'ont fait ces 2 articles à 2 ans et 3 ans de recul de lésions scapholinaires associées à des fractures du radius distal. Et on voit que chez les patients chez lesquels les lésions n'avaient pas été traitées, il y avait une augmentation des douleurs. C'est vrai que ça a l'air intéressant pour les fractures du radius, mais est-ce que les résultats cliniques suivent? Est-ce qu'ils sont meilleurs? Alors, sur la clinique, on a clairement une tendance à l'amélioration, mais on est sur des études, comme tu vois, avec un recul faible à 1 an ou 10 mois de recul. Donc, nous, dans notre étude, on avait montré une amélioration significative sur l'extension dans le groupe arthroscopie et Doy et ses collègues montaient également une amélioration sur la flexion et l'extension. Seulement, je pense qu'on parle quand même de lésions articulaires et il est probable qu'à un recul plus lointain, on puisse montrer une évidence plus importante. Convaincu? Merci beaucoup, Marion. Est-ce que comment tu fais, toi, pour poser les bonnes indications d'arthroscopie? Alors, voici les différentes étapes. La première, bien sûr, sélectionner le patient. On a dit on doit vraiment remettre le patient au cœur de notre prise en charge. Et c'est pour ça qu'on utilise ce que tu connais, c'est la classification PAF qui évalue les besoins fonctionnels de ce patient et sa santé. Ensuite, on va sélectionner le type de fracture. Ce sera évidemment des fractures seulement articulaires, donc type B ou C selon la classification de Lao. Et parfois, dans de rares cas, mais on les cite quand même, des fractures extra-articulaires lorsque soit on suspecte une lésion du TFCC, soit une lésion du ligament scapholinaire.
Ensuite, c'est important d'arriver préparé. Et pour ça, rien de mieux qu'un scanner bien réalisé avec des coupes satisfaisantes. Et notamment, on vous encourage à demander ces reconstructions 3D avec des vues en face de la surface articulaire du radius et également une vue en face de la surface sigmoïdienne du radius au niveau de l'articulation radio-ulnaire distale. Ainsi, vous savez vraiment où vous allez, vous savez quel type de gap ou de marge d'escalier vous allez retrouver. Et enfin, il faut évidemment avoir une équipe entraînée avec des étapes bien claires. Et ça a été bien décrit par Jean-Michel Connet dans cet article que je vous invite à aller voir. Donc, voici les 3 points clés qui nous permettent d'être prêts à réaliser une fracture du radius distal sous arthroscopie. Donc, il faut bien sélectionner ces patients, mais après, d'un point de vue technique, j'ai l'impression que c'est quand même compliqué. Comment tu fais? Tu mets la plaque avant, la plaque après? Comment ça se passe? Pas tant que ça. Tout d'abord, effectivement, on part comme pour une fracture du radius distal classique, une voie d'abord de Henry. On réduit par manœuvre externe, voire par un brochage temporaire si besoin, et puis on pose notre plaque. Et on met la vis dans le trou oblong pour avoir une réduction qui nous semble satisfaisante. Ensuite, on passe en vertical, autant arthroscopique, par l'automatique washout, parce qu'on va arriver dans une articulation avec un hématome important, on la nettoie, puis on va évaluer en médiocarpien nos ligaments, scapho-lunaire, lunotriquétral, et puis en radiocarpien, on évalue également le TFCC. Ensuite, on va se concentrer au niveau de notre fracture, on va pouvoir déjà enlever les corps étrangers, puisqu'on a vu qu'ils avaient une certaine valeur pronostique. Et par la suite, on va manipuler les différents fragments, car si la réduction n'était pas satisfaisante, et ben on peut corriger ça. Donc, soit avec le palpeur, comme tu vois, soit on peut mettre des broches joystick jusqu'à obtenir une bonne réduction. Et ensuite, on fixera avec les vis distales verrouillées classiques. Et enfin, on peut contrôler notre réduction pour s'assurer que la réduction est satisfaisante. Et voici l'exemple du patient qu'on suit depuis le début avec le scanner post-opératoire, patient qui était inclus dans la série décrite. Donc, on s'aperçoit qu'effectivement, je suis d'accord avec toi, l'arthroscopie, déjà, on peut te dire que c'est un petit peu plus cher, que ce sera plus long et qu'il y a quelques points techniques à respecter, mais au final, on peut rendre ça simple, tu l'as vu, en respectant les étapes, en ayant l'habitude de cette arthroscopie du poignet. Elle nous permet de mieux réduire, d'enlever les corps étrangers qui ont un facteur pronostic, de diagnostiquer et traiter les lésions ligamentaires et enfin d'éviter certaines vis articulaires qui passent encore inaperçues. Donc maintenant, est-ce que tu serais prêt à aller sur cette fracture en arthroscopie? Pourquoi pas? Et quoi d'autre? Et donc, d'accord pour les fractures du radius, mais tu l'utilises aussi pour autre chose, l'arthroscopie? Dans ces traumatismes du poignet? Ou tu t'arrêtes là? Oui, parce qu'une fois qu'on est prêt avec des fractures du radius, qu'on arrive bien à maîtriser, même quand elles sont un peu difficiles, on a envie d'aller plus loin et ça a été fait et on l'a fait, notamment pour les fractures luxation périlunaire. Alors là, attention, on invite à considérer seulement certaines fractures et puis on peut tout à fait commencer par une arthroscopie assistée, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire qu'on va tout faire en arthroscopie. Donc vous voyez que plutôt sur la fiche d'identité 1, on encourage à faire soit tout arthroscopique, soit arthroscopique assistée. Donc voici, on a pris un exemple. Ce n'est pas tout à fait le but de ce topo, mais je voulais quand même vous en parler parce que je sais qu'il y en a qui voudront essayer. Donc voici un exemple de simplement luxation périlunaire dorsale de stade 2B. Elle a été réduite par une traction simple, puis on a eu le temps de faire notre bilan avec le scanner approprié. Et à ce moment-là, on peut aller sous arthroscopie. Vous voyez, on a un médiocarpien, à gauche compartiment radial, à droite ulnaire. Et vous voyez, la ligament extrinsèque, une périlunaire, c'est vraiment une des lésions les plus graves du poignet. Donc, ça nous permet de faire le bilan, éventuellement d'évaluer des lésions de la tête du capitatum. Et vous voyez, là, l'espace scapho-lunaire, là, on est clairement sur un stade 3. Enfin, il n'y a pas de question de tel. Et donc, on peut à la fois retirer les corps étrangers, faire le bilan, et puis évaluer le placement de nos broches, sachant que quand on a besoin, on peut agrandir l'abord, notamment au niveau de la voie 3-4, pour bien visualiser les lésions lorsqu'on juge qu'elles sont trop importantes et qu'une simple fixation par broche ou capsulodèse arthroscopique ne suffira pas. À ce moment-là, on voit bien ce qu'on fait. On peut placer nos broches comme c'est fait ici, scapho-lunaire et scapho-capitate. Et si besoin, on peut réinsérer par une encre le ligament et réaliser une capsulodèse dorsale pour compléter la fixation.
Ça change quand même des larges abords qu'on avait l'habitude de faire il y a quelques années pour les luxations périlunaires. Et voici le résultat à 6 ans chez ce patient. Donc finalement, il y a quand même beaucoup d'indications pour l'arthroscopie de poignet en traumato. Pour toi, et surtout pour nous, quelle est la meilleure indication pour commencer ? Je vous encourage peut-être par commencer par une fracture du scaphoïde avec une évaluation simple. Et après, pour les fractures du radius distal, je vous encourage à commencer par une fracture de type B, par définition, qui est moins complexe que les fractures de type C, qui sont comminutives et qui peuvent parfois être un peu plus difficiles. Donc, j'espère que tout ça vous aura aidé. Je vous remercie. Je te remercie Thibaut pour ta participation. Merci à tous et bon courage pour vos premières arthroscopies. Et surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions. Bonjour. J'espère que vous m'entendez. Bonjour à tous. Oui, bonjour. Bonjour. Jérôme, Jean-Baptiste, Corentin. Merci pour l'organisation. Eh bien, je passe la parole à Jérôme Garret pour qu'il nous dise ce qu'il a pensé de ce topo. Écoute, alors Corentin, merci. Et puis d'avoir fait une place à l'arthroscopie de poignet. Et Marion, Thibaut, vraiment bravo, félicitations. C'était un topo très didactique, très clair, qui montre à la fois l'intérêt et la faisabilité de l'arthroscopie de poignet. Je pense qu'il reste encore une sorte de réticence, un frein à faire de l'arthroscopie de poignet parce qu'on a l'impression que c'est une usine à gaz, que ça va être compliqué. Et finalement, j'ai coutume de dire que le plus difficile, c'est de faire rentrer l'arthroscope de poignet dans le bloc opératoire, mais rentrer un arthroscope de poignet dans un poignet, c'est pas si compliqué. C'est vraiment une articulation qui se prête à l'arthroscopie. C'est vraiment une articulation qui gagne à être explorée sous l'arthroscopie parce que quand on ouvre, on est un éléphant dans un magasin de porcelaine. Quand on fait l'arthroscopie, on est vraiment mini-invasif et on préserve cette articulation. Et puis, ça permet de faire des diagnostics d'instabilité, de lésions ligamentaires. On a envie de te poser 1000 questions. On n'aura pas le temps et il y aura besoin d'autres sessions pour comment tu fais pour réparer tes ligaments triangulaires, toutes tes lésions associées, les ligaments scapholulaires. L'intérêt est majeur en traumatologie, c'est sûr. Alors, il ne faut sûrement pas faire d'arthroscopie de poignet à tous les patients. Et tu l'as bien dit, il faut réserver ça à des patients qui ont des besoins fonctionnels importants. Mais dès qu'on a des jeunes patients actifs, il ne faut pas hésiter à les explorer pour diagnostiquer les lésions, pour laver. Alors, en traumatologie, la dry arthroscopie est encore plus importante que dans le reste de l'arthroscopie de poignet parce que sinon, on risque l'extravasation de liquide dans les poignets. Ça peut potentiellement être dangereux, c'est rarement dangereux, mais là, ça pourrait être un peu dangereux. Donc, vraiment tout à fait d'accord pour ce que tu as parfaitement bien montré. Donc, c'était vraiment très didactique, très clair. Bravo, les images sont superbes. J'espère et je suis certain que tu as donné l'envie à plein de gens de faire ça. Et j'espère qu'il y aura encore plein de cours comme tu le fais. Alors, j'invite les internes à venir nous voir au bloc opératoire, aller voir Marion, aller voir des experts, aller voir tout le monde, à participer à des cours. Marion est instructeur dans des cours comme à l'IRCAD, par exemple. C'est intéressant, ça permet de mettre le pied à l'étrier, de faire ses premiers pas en arthroscopie de poignet. Mais retenez que c'est vraiment une articulation qui se prête à l'arthroscopie et qui gagne à être explorée sous l'arthroscopie, particulièrement en traumato. Merci. Tout à fait. Merci Jérôme. Juste un petit mot, c'est vrai pour le poignet, c'est aussi vrai pour le coude. Pour une prochaine session, ça fait partie des articulations qui gagnent vraiment à être connues d'un point de vue arthroscopique, ne serait-ce que par les moindres séquelles que permet l'utilisation de l'arthroscopie versus une arthrotomie. Voilà, je sais qu'il y a un temps respecté, donc merci, c'était intéressant et merci beaucoup à Thibaut Druel de m'avoir donné un peu la parole et d'essayer de rendre ça un peu plus didactique comme on devait l'enregistrer. C'est un plaisir d'être là, puis bravo à vous pour l'organisation. Et JB, je te passe la parole. Tu vas pouvoir nous donner l'opinion des jeunes sur le sujet. Oui, merci beaucoup Marion de cette présentation qui était très complète. Effectivement, je pense que au sein des internes, il y a peut-être une peur de réaliser de l'arthroscopie de poignet, même chez des chirurgiens orthopédiques un peu général. Et c'est bien de montrer qu'il y a énormément d'indications et que effectivement c'est une articulation qui s'y prête énormément.
nous, à Marseille, on a l'impression que c'est quelque chose de hyper spécialisé, l'arthroscopie de poignet. C'est un peu dommage et c'est pour ça que je pense que certains internes n'ont pas eu la chance de voir beaucoup d'arthroscopie de poignet. Actuellement, il y a une étude qui est en train d'être réalisée qui montre qu'il y a à peu près 40% des internes d'orthopédie dans toute la France qui n'ont quasiment jamais vu d'arthroscopie de poignet. Donc, c'est quand même beaucoup. Donc, je pense que c'est bien de présenter ce qu'il existe et de poursuivre l'enseignement de l'arthroscopie. J'ai eu la chance de pouvoir faire le cours de l'IRCAD avec le docteur Burnier, qui m'a effectivement montré qu'on pouvait réaliser énormément d'indications chirurgicales et d'aider énormément nos patients en arthroscopie. Je pense, et vraiment une fois de plus, et tu l'as très bien dit, j'aime bien ta formule, Jérôme, le plus difficile, c'est de faire rentrer l'arthroscope au bloc, mais si vous l'avez, pas d'inquiétude, la courbe, elle va très vite, une fois que vos équipes sont entraînées, ça va très vite, c'est pas une usine à gaz, si vous êtes en dry ou washout, vraiment, ça prend 2 secondes, si vous voulez utiliser vraiment l'irrigation continue, ok, pas de souci, mais ce n'est pas une usine à gaz, promis, ça va vraiment vite, et plus on l'utilise, comme tout, hein. Plus c'est facile, plus c'est fluide et ça apporte un vrai plus pour les patients. En plus de tout, enfin, c'est ça aussi le but, c'est qu'il y a un vrai intérêt pour les patients. Merci à tous les trois pour ce topo qui est très intéressant et je pense qu'effectivement l'arthroscopie de poignet gagne à être plus connue et on opère tous des tonnes de poignets et pourtant on a peu accès aux informations sur l'arthroscopie. Donc on était très contents de pouvoir faire passer ces messages. Merci. Et on va passer la suite Bravo. aux arthroscopeurs d'épaule, Arnaud Godnech et Philippe Claver pour les tips and tricks sur l'arthro d'épaule. Et je passe la main à Aurore qui va nous présenter ce topo.